Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en taureau. Pleine lune qui aura lieu le 4 novembre prochain, c'est-à-dire samedi, et qui sera dans l'axe donc taureau-scorpion, puisque la lune passe en taureau, elle est en face du soleil qui est actuellement en scorpion, et donc ça se déroulera à 11 degrés 56 minutes de l'axe taureau-scorpion. Donc, tout ça, c'est taureau-scorpion, c'est un axe qui est très particulier dans l'année, puisque ça correspond aussi à des fêtes qui sont des fêtes de récolte et aussi qui donnent l'ouverture sur le monde invisible en général, et notamment dans les rites païens et celtiques. Cette pleine lune, elle sera assez forte et assez ressentie dans ce sens-là par donc les signes qui sont les signes fixes, qui sont donc évidemment taureau, scorpion, mais également lion et verseau. Donc évidemment ceux qui ont des amas ou ceux qui ont des choses dans leur thème, donc des amas planétaires, des choses très, très particulières aussi, et ça peut être des points fictifs, ça peut être des astéroïdes concentrés, ça peut être des choses comme ça, qui se trouvent donc autour de ces 11 degrés de taureau, lion, verseau et scorpion. Alors, les autres, évidemment, peuvent aussi ressentir ça, mais avoir un peu plus de facilité et de fluidité avec cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu au niveau de la dernière nouvelle lune qui était en balance? Cette dernière nouvelle lune, elle nous avait parlé pas mal des relations, elle nous avait parlé pas mal de ce qu'il fallait qu'on mette en place, de ce qui était vrai, pas vrai. Elle avait commencé à nous ouvrir le champ, je dirais, sur notre vérité intérieure, sur ce qui se passe quand on est décalé par rapport à une espèce de justesse qu'on a en nous. On a eu certaines situations qui nous ont permis d'évaluer en fait la justesse qu'on peut avoir par rapport à finalement des propos dont on n'a parfois même pas conscience, qui sont décalés par rapport à ce qu'on est. Donc on a commencé à voir avec cette nouvelle lune en balance, il y a 15 jours, que c'était le domaine du comportement, de notre comportement et du comportement qu'on avait avec les autres, voire de ce qu'on estimait juste ou pas avec les autres, qui allait évidemment se retrouver en lumière dans ce secteur-là. Alors, aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'on a eu aussi récemment les jours le plus chanceux de l'année, c'est-à-dire le moment où le Soleil rejoint Jupiter. Ça a été la semaine dernière en fait, et jusqu'à présent, j'avais pas vraiment fait attention à ces conjonctions annuelles. Et là, il se trouve que dans ces conjonctions annuelles, j'ai 2-3 amis proches qui ont eu vraiment une espèce d'effet domino de choses magnifiques. Donc, j'ai été super contente. Donc, et c'est là que j'ai regardé et que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était les jours de cette conjonction magnifique. Donc, ça profitait donc à quelques-uns de façon assez sympathique. Donc tant mieux. La conjonction est terminée. Je ne veux pas dire qu'on va tous avoir la poisse, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, l'action pleine lune, donc dans l'axe, elle nous montre des choses assez intéressantes. C'est-à-dire que on va se retrouver avec une pleine lune en taureau, c'est quoi? C'est le taureau, c'est le corps, c'est l'alimentation, c'est, je dirais, la gorge, c'est l'aspect de Vénus, hein, c'est tout ce qui est harmonie, tout ce qui est gourmandise aussi, ça peut être la beauté, ça peut être plein de choses. Au niveau du taureau, la terre aussi, les possessions, les attachements, etc. Et la lune est là-dedans. Donc une lune en taureau, en général dans un thème, c'est quelqu'un de gourmand. Hein. On se rend compte que il y a quand même
un lien avec, entre les émotions et la matière qui est assez important. Une pleine lune en taureau, c'est donc un focus qui est mis sur ce qui est terrien, sur ce qui est matériel, sur ce qui nous touche de près dans la matière. Et ça va éclairer le soleil qui lui est en scorpion. Alors le soleil en scorpion, lui, il va nous dire, moi je suis intransigeant, j'aime la lucidité, la vérité sans compromis, quitte à ce que ça soit pourri et que je veux de la lumière dans les ténèbres. C'est ça le scorpion. Donc il y a quelque chose de très très authentique, très très droit, mais à la fois le scorpion, il sait aussi manipuler les autres, il sait aussi... alors historiquement, je ne sais pas que les scorpions qui sont comme ça, j'en adore certains, voilà, qui ont des facultés noires, entre guillemets, qui sont dites noires. Qui vont donc la lune là-dessus, elle met le point focus là-dessus. Donc aujourd'hui, enfin, le 4 novembre, cette pleine lune, elle va nous dire attention, on est revenu à un moment où c'est important de voir les choses au niveau du matériel, au niveau de ce qui est vrai pour nous, de ce qui va être sans superflu, ce qui va être vraiment ce qui nous fait du bien aussi. Parce que le taureau, c'est ce qui nous fait du bien également. C'est ce qui va nous permettre de constituer, par exemple, un intérieur sympa, qui va nous permettre de réaménager quelque chose qui nous sécurise. Voilà, la sécurité pour les taureaux, c'est quelque chose d'important. Donc on a... il y a tout un tas de choses qui vont tourner autour de ce domaine du taureau pour aussi les dépendances affectives. Donc là, on va nous dire, finalement, toujours dans les relations, et on va voir pourquoi, parce que si on regarde qui est la maîtresse de la Lune, c'est Vénus, et là, Vénus, c'est là qu'elle est intéressante dans cette pleine Lune, parce qu'elle est conjointe à un astéroïde qui s'appelle Vesta. Vesta, et je vous conseille le très bon article de Lune Soleil là-dessus, mais je vais le mettre sous la vidéo après, comme d'habitude. Vesta, c'est, je dirais, le feu purificateur. C'est ce qui va aller nous permettre de purifier nos anciennes relations. C'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de ce qu'on est en nous enlevant, en nous montrant en tout cas, nos schémas de dépendance affective. D'autant que Vénus étant toujours cette conjonction ayant lieu en balance, le signe de Vénus, c'est vraiment un signe relationnel qui cherche l'harmonie. Alors la balance, elle a toujours tendance à essayer d'aller chercher l'harmonie avec des choses, finalement, elle hésite. Elle a du mal à s'engager, donc du coup, elle va sans arrêt hésiter. Mais le fait est, c'est que cette conjonction importante de Vesta et de Vénus va nous poser dans cette pleine lune la question, le questionnement de comment est-ce qu'on intègre finalement ces gens dans notre quotidien? Comment on nous intègre nous déjà dans notre propre quotidien? Quelle place on se donne? Et oui, quelle place vous vous donnez à vous? Comment vous vous traitez vous? Ce soleil en scorpion, finalement, il va peut-être mettre il est en train peut-être de vous sortir d'un déni que vous n'aviez pas vu dans un domaine. Et là, la lune en taureau, elle va venir avec le fait de pousser Vénus et Vesta, va venir dire, finalement, tu te donnes quoi comme place? C'est quoi la place que tu te donnes? Comment tu l'occupes? Est-ce que tu te fais plaisir? Parce qu'il y a la notion de plaisir avec le taureau. C'est la notion de satisfaction. Qu'est-ce que je fais pour moi qui me fait plaisir? Alors le problème, c'est que je ne sais même pas ce qui me fait plaisir. Voilà, souvent c'est ce qu'on entend, et c'est ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on passe en mode automatique, et puis on est obligé de réfléchir très très longtemps, et des fois pas y arriver, parce qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui me ferait plaisir là? Rien. Si, la paix peut-être, mais voilà. Et donc aujourd'hui, l'accent de cette pleine lune, c'est de dire, comment est-ce que vous vous intégrez déjà dans votre vie? Et ensuite, une fois que vous avez trouvé la première strate, c'est comment est-ce que vous allez réussir à intégrer affectivement les autres?
Les autres, c'est quoi effectivement pour vous? Vous les positionnez comment? Est-ce que c'est tout le monde pareil? Est-ce que c'est pyramidal et vous avez des gens en haut de la pyramide et les autres sur d'autres étages? Comment ça se situe en fait? Euh, Comment est-ce qu'on intègre, surtout avec Vénus, comment est-ce qu'on intègre notre conjoint? Quelle place on lui donne et quelle place on donne à cette position particulière du couple? La semaine dernière, il y a 15 jours, on a vu que c'était le réveil des énergies féminines avec une unification. Aujourd'hui, on continue là-dedans et l'énergie féminine dit comment est-ce que j'intègre mon masculin? Et le masculin doit dire est-ce que j'ai vraiment envie de laisser une place au féminin à l'intérieur de moi et si oui, laquelle? Donc, c'est pas forcément 50-50. Quand on entend il faut équilibrer notre féminin et notre masculin, oula, oula, oula. Moi, je peux vous dire que je suis pas à 50 yin et 50 yang. Je dois être à 80 yang et 20 yin. Un truc comme ça. C'est parce que c'est mon caractère. Pourtant, c'est un truc moi, chez moi, est équilibré. Maintenant. Après, on ne dira pas, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas équilibré à 50-50, c'est des maths, quoi. C'est un truc qui ressemble à rien, entre guillemets. Excusez-moi, maman. Voilà. Et voilà, et l'équilibre n'est pas placé au même endroit pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, globalement, comment est-ce que vous intégrez, vous, votre équilibre masculin, votre équilibre féminin? Du coup, quelle place vous laissez à votre conjoint? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation de couple? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation qui soit affective? Qu'est-ce que vous attendez de vos amis? C'est quoi les relations que vous avez avec vos amis? Est-ce que c'est des relations comme ça, puis quand vous avez besoin, il n'y a plus personne? Est-ce que vous avez des choses qui reposent sur la loyauté? Est-ce que cette loyauté, elle est du donnant-donnant? Est-ce que vous avez su travailler ça? Est-ce que vous avez été dans l'échange, la communication? En fait, c'est une espèce de... Le scorpion nous permet cette introspection affective donnée par la lune en taureau. Et poussée évidemment par Vénus et Vesta. Et Vesta est là pour dire tout ce qui ne va pas et ce qui est superflu, dehors. Dehors. Ça n'a plus de... Et ça, c'est poussé par quoi? C'est poussé par... On a Uranus conjoint par de fortune, c'est-à-dire qu'on va avoir des situations qui vont pouvoir être totalement surprenantes et explosives, parce qu'Uranus, je rappelle qu'il est toujours en bélier, mais conjoint à cette part de fortune, qu'est-ce qu'il va dire? La part de fortune, c'est un point fictif qui dit là, il y a un truc. Là, on va vous créer une petite situation qui va être une petite situation pas forcément sympa, mais qui est une situation qu'on a décidé de mettre là parce que ça, on ne peut pas passer au travers. C'est pas possible. Là, il faut que le truc il s'en aille. Donc, on dit, on met la part de fortune là, conjointe avec Uranus, opposée Vénus-Vesta. Ça veut dire que globalement, on peut nous envoyer, en tout cas l'énergie qui est proposée, c'est de pouvoir cramer tout un tas de vieux schémas, de vieux trucs qui restent, peut-être même que vous les avez travaillés, mais que ça reste en fait encore sous forme d'habitude et sous forme dans l'ego, ça peut encore rester des bouts comme ça qui se reforment. Et là, on dit clairement, clac, le truc, c'est terminé. Vous le jetez dehors, vous le cramez, vous en faites ce que vous voulez, mais il ne reste pas là. C'est pas sa place, il n'y a pas de place pour lui. Donc ça veut dire, globalement, on vous envoie des situations qui vont vous sembler peut-être répétitives, qui vont vous sembler peut-être agressives, voire un petit peu rentre dedans, parce que Uranus en bélier, il n'est pas forcément toujours très ouvert, hein, on va dire très cool. Et donc, lui, en fait, il est là pour appuyer sur le machin. Je dynamite le truc, et puis on n'en parle plus, on le crame, et on passe à autre chose. Donc ça, c'est vraiment la position de cette conjonction, cette opposition, je veux dire, Vesta-Vénus opposée à Uranus par de fortune. Mais il y a mieux que ça dans cette pleine lune, parce que cette conjonction Vesta-Vénus, elle est à la tête d'un iode, c'est-à-dire une figure qui est particulièrement énergétique en astrologie, qui est une sorte de triangle fait à partir de deux quinconces et un sextile en bout. Et la pointe du triangle, hein, la pointe principale du triangle, elle est associée à la conjonction Vénus-Vesta. À une des pointes du triangle, il y a Vertex, dont je vais vous parler plus tard, qui est également un point fictif, mais qui est aussi important parce qu'il est considéré comme le quatrième
angle de lecture par certains astrologues. Alors, moi je l'utilise et je l'utilise pas, ça dépend, des fois ça me parle, des fois ça me parle pas. Alors, ce vertex, il marche avec l'anti-vertex en fond, mais en fait, c'est un angle de lecture, c'est comme l'ascendant et le descendant, d'accord, donc le 1, le 7, le milieu de ciel et le fond de ciel, l'axe des nœuds karmiques, et ben le quatrième, c'est vertex, anti-vertex. Le vertex, comment vous expliquer? C'est un point fictif qui, lui, est associé à une espèce de portail de destinée. C'est-à-dire que quand on a le vertex quelque part, on considère qu'il y a un passage obligé. Il y a un truc que l'âme s'est déterminé, en tout cas, un truc important pour elle, et qu'elle a dit, bah là, moi, ça, je veux absolument le traiter, c'est-à-dire que le libre arbitre n'existe pas, le machin n'existe pas, quoi que je fasse et où que je sois, vous allez me le sortir, le truc. Voilà. Donc, il est en général situé dans votre thème entre les maisons 6, 8, enfin 5, 8, d'accord, très rarement, je crois, on l'a après, il me semble. Il indique en tout cas un point de bascule, un grand changement, un point de pression particulier pour travailler un truc très particulier. Au niveau énergétique, c'est vraiment ce qui parfois est c'est les portails, en fait, souvent le vertex, il a lieu, c'est un truc relationnel, hein. C'est un truc qu'on s'est mis avec. Alors, autant la part de fortune, ça peut être des situations, machin, qui peuvent être positives, autant le vertex, c'est un truc qui est souvent karmique et qui est positionné à un endroit où il faut qu'on rencontre quelqu'un. Voilà. Et ben, c'est comme ça ou c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, du coup, ce vertex, lui, il est dans l'iode. Et il est dans l'iode sur un des côtés, et donc il conforte cette option qu'on avait déjà prise de dire bah, c'est quand même une pleine lune relationnelle. Lui, il dit non seulement c'est une pleine lune relationnelle, mais il y en a plein d'entre vous qui vont régler tout un tas de trucs qui traînent depuis très longtemps et que maintenant c'est stop. Donc on va vous en plus l'autre bout du sextile, puisque le iode est fermé par un sextile de base, c'est Chiron. Et Chiron, on sait que c'est notre astéroïde guérisseur qui, lui, va nous amener tout un tas de situations qui vont nous permettre de guérir les choses. Donc on est bien dans une optique de je ressors un petit peu la merde relationnelle qui est des fois de cette vie, mais des fois pas que. C'est là où ça risque d'être drôle. Et par contre, je vais vous donner toutes les billes pour que vous puissiez réagir correctement. L'option, la meilleure option, étant qu'au milieu, s'il y a besoin, vous appuyez sur le bouton pour dynamiter le bordel. Voilà. Donc, on est sur quelque chose qui est, je dirais, dans le domaine du nettoyage, mais c'est pas un nettoyage subi. C'est ça qui m'a interpellée, c'est-à-dire que c'est un nettoyage finalement qui va nous mettre dans une certaine sécurité, qui va être piloté par une espèce de douceur, par une espèce de certitude avec le taureau et le scorpion, qui font vachement bien alliance là pour le coup, hein. Ils sont voilà. Donc le vertex, lui, il est opposé à Mercure, qui est en scorpion aussi. Alors le Mercure en scorpion cogite. Il cogite et quand il va détecter la situation pourrie, il va se dire « Oh là, il y a un truc ». Donc lui, il va le sentir. Sauf que cet axe de pleine lune, il est bien relié à Neptune. Donc Neptune va nous donner, dès que Mercure aura détecté et commencera à vouloir s'équilibrer, Neptune prendra le relais et dira « Ah oui, il y aurait bien un truc à faire, même si c'est pas très logique, il y aurait bien un truc à faire. » Mars, lui, il est toujours en balance. Donc il va être relié à cette action positive possible avec Vénus. Il est carré à une conjonction Pluton-Junon, donc qui est aussi en Capricorne, qui est aussi l'établissement de quelque chose, de transformation de relations, d'accord, de relations idéales. Et comme il est carré, il entre en dissonance avec le truc, donc il va venir taper et dire « Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas, c'est un truc, ça va pas, ça me convient pas. » Donc il va y avoir une sorte de pression
et une volonté d'action, dans le sens du relationnel, dans le sens de je m'améliore, et il y a des situations dont je ne veux plus du tout. Mais par contre, ce que je vous dis, c'est que vous allez passer ces situations là où vous bloquiez avant et vous preniez sur vous pour supporter quand même encore ces situations, là c'est fini. Vous n'allez pas forcément réagir, ce que je vous dis, avec violence, vous allez réagir au contraire avec une espèce de certitude calme qui va vous permettre de dire ça c'est ce que je veux, ok, donc j'y vais, c'est mon objectif, ça c'est ce que je veux pas et je veux pas. Je veux pas, donc je vais juste pas bouger, j'ai la certitude que c'est pas bon pour moi, donc le truc j'en veux même pas, quoi, ça rentre pas, ça ne va pas jusqu'à moi. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui va, je dirais, nous permettre de passer au-dessus d'un certain nombre de situations qui peuvent, encore une fois, être super surprenantes ou sortir de nulle part. Parce que c'est prévu que ça sorte de nulle part dans notre vécu, quoi. Il peut y avoir des trucs qui se matérialisent, mais qui, comme elles ne sont pas issues de quelque chose qu'on connaît, ça peut être un peu complexe à gérer. Il reste cette conjonction Saturne-Lune noire fin Sagittaire qui, elle, est bien reliée à notre conjonction pointe de iode de Vesta et de Vénus, d'autant que ce Saturne est également la base d'un autre iode dans cette pleine lune, qui est la base du sextile Vénus-Vesta sextile Saturne, lune noire, qui pointe vers le vertex. Donc vers notre portail qui nous oblige à traiter les situations relationnelles. Donc là, on a vraiment un espèce de truc qui a fait clac. Boum. On est vraiment dans un truc qui vient de se verrouiller au niveau de nos relations. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment que les relations qui n'ont rien à foutre là, finalement, les situations les dégagent naturellement par une espèce de certitude intérieure qu'on obtient. Alors je vous dis, ça peut être très 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 soudain, mais ça sera une évidence. Il y a quand même cet Uranus qui est en face et qui nous donne la pleine conscience. Hein. Donc on a la possibilité d'exactement de savoir où on va, pourquoi on y va et ce qui nous plaît. Donc c'est un petit peu, c'est l'énergie qui est proposée, donc on a le droit de s'y brancher aussi, quoi. On n'est pas obligé de subir un truc dans le déni qui va nous miner, etc., etc. Il faut vraiment penser à se brancher sur les informations qui sont dans le champ d'information juste à côté de nous et qui disent ça c'est pas bon pour toi, donc clac, crac, scratch, machin, etc. Et là, à partir du moment où vous avez la certitude que vous ne pouvez plus supporter un truc comme ça, le truc va dégager. Alors moi, je l'ai vécu à l'intérieur de mon travail personnel. C'est hallucinant. Et des choses que je prenais sur moi depuis des années, etc. Là, j'ai dit à un de mes responsables, j'ai dit c'est fini. Je ne cautionnerai pas des actions comme ça. Je ne peux plus. Ça a atteint mes valeurs. Je ne peux plus. Il s'est passé un enchaînement de trucs que j'ai pas compris. J'ai rien fait. Hein. J'ai pas attenté à quoi que ce soit au gars. Hein. Mais toutes les situations se sont mises en place et on m'a téléphoné un jour, il n'y a pas longtemps, et on m'a dit, il part la semaine prochaine. Ah bon, ok, d'accord, ok. Et ça, en fait, quand ça s'est su, tout le monde autour, toute l'équipe a dit, waouh, ça va faire du bien, quoi. Et j'ai compris que ce qui avait été juste pour moi, en fait, c'était juste pour les autres. J'avais juste essayé d'arranger un truc qui ne pouvait pas l'être, quoi. En prenant sur moi, et finalement, j'obligeais les autres aussi à prendre sur eux. Donc, c'est ce genre de situation, alors, qui est en plus, là, je vais basculer sur les autres choses, donc ces aspects de guérison qu'on a de nos relations, et cette guérison aussi du couple, parce que ça, en tout cas pour Paris, ça s'applique dans les relations aussi du couple, puisque l'ascendant, puisque moi je suis à Paris, et 26 degrés 29 balance, et donc ça nous donne un axe de pleine lune qui est 1, maison 7, donc le soi versus le couple.
Donc on a vraiment une demande très forte d'optimisation du relationnel. Alors avant de passer aux autres états francophones, je regarde si j'ai rien oublié parce que je discute comme ça, mais voilà. Non, le vertex, je vous en ai parlé. Alors, les autres cartes, donc, je vais commencer par la Martinique et la Guadeloupe. Alors, la Martinique et la Guadeloupe, l'ascendant, donc ah oui, je ne l'ai pas dit. La pleine lune aura lieu à Paris. Où est-ce que j'ai mis Paris du coup? J'en ai partout. Hein. J'en ai partout. J'essaie de faire tout le monde, donc j'en ai partout. À 6h22 heure locale, ce qui veut dire 5h22 heure GMT. En Martinique, elle aura lieu à 1h22 heure locale. Et donc, elle sera à 3 degrés 50 minutes vierge. Ce qui nous donne une pleine lune dans l'axe 3-9. Donc, une pleine lune dans l'axe 3-9, ce sont là, on va nous demander de travailler nos relations avec les frères et sœurs, avec l'entourage proche. Il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre pas tout à fait familial parent-enfant, mais qui va être quand même assez transversal au niveau de la fratrie. Alors ça peut être aussi de la fratrie qu'on considère comme ses amis. Hein. Il y a vraiment une interrogation sur l'entourage proche, sur les écrits, sur ce qu'on écrit, sur la façon dont on l'écrit, sur la façon dont on s'exprime, sur la façon dont on a des échanges avec les autres. La Lune se trouve donc en maison 9 et elle va demander, l'énergie proposée par la Lune, va demander à ce qu'on réfléchisse à la portée spirituelle de ce qu'on dit. C'est-à-dire, est-ce que ça a une valeur absolue, ça a une valeur ajoutée, ça a quelque chose au niveau de nos valeurs perso, ou alors ça peut carrément ne pas être dit. Avec le Scorpion en face, on va pouvoir se poser la question de savoir si le truc il valait bien le coup d'être dit. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau des échanges, au niveau de la solidarité entre l'entourage proche et toujours une action avec la matérialité. Mars est en 2, donc les possessions, donc la solidarité dans ces échanges avec les proches. Comment est-ce qu'on se soutient? Comment est-ce qu'on fait les groupes? Comment est-ce qu'on fédère les choses? Comment est-ce qu'on peut se parler les uns les autres? Voilà, donc ça c'est super important. Il y a peut-être aussi une certaine forme de solitude familiale, quelque chose où certains membres de la famille peuvent aussi, on peut se poser la question de savoir comment on considère certains membres de la famille, là pour le coup. Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on les soutient? Est-ce qu'on les encadre? Est-ce que, voilà. La solitude qu'on peut ressentir à l'intérieur de sa propre famille, c'est une énergie qui est à dispo là-bas. Chez nous aussi, hein, faut bien comprendre que tout est mixé et on a sans arrêt dans le champ d'information accès à tout. D'accord? Donc c'est une des énergies proposées. Voilà. La réunion aura lieu, la pleine lune aura lieu à 9h22. Donc ascendant 8 degrés 17 Capricorne. Donc cela nous donne une pleine lune dans l'axe 5-11. Donc là encore quelque chose de familial et d'amoureux. Comment est-ce que on considère notre place dans les groupes, dans la collectivité, et comment est-ce que on fait pour quelle place on donne à nos enfants et à l'amour l'amour amoureux. Donc il peut y avoir une énergie qui va dire mais moi je veux solidifier quelque chose au niveau d'une relation, au niveau même de la relation avec mes enfants, au niveau de la relation avec le collectif, je veux pouvoir m'intégrer à du collectif, et j'y arrive pas. Donc comment je fais? C'est quoi ma valeur par rapport à ce collectif? Et en quoi je peux pas accéder à ce collectif? Pourquoi est-ce que finalement ça m'interpelle et ça m'empêche d'accéder à quelque chose? Donc là, il y a vraiment un point d'interrogation sur cette relation à l'amour, cette relation au collectif, cette relation à un retour
un retour. Alors, il peut y avoir un problème de communication. Neptune, du coup, est en maison 3, en poisson, donc ça communique par le sonar plutôt que par les mots. Et il y a un besoin de transformation et d'action dans ces relations-là. On a envie de faire quelque chose, on a envie de bouger quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi et ça fait souffrir, ça fait prendre conscience finalement que d'une sorte d'enfermement. Il y a une espèce de... On se sent enfermé alors qu'on est peut-être vachement entouré, mais on se sent super enfermé parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne action, parce qu'on n'arrive pas à se positionner correctement. Et en fait, c'est un transfert complet de ce qu'on a intérieurement qu'il faut faire. C'est un transfert sur vraiment quelque chose qui va nous permettre extérieur, qui va nous permettre de nous réétalonner, entre guillemets. C'est-à-dire de retrouver des nouveaux repères, en tout cas de voir si nos repères sont compatibles avec ce qu'on a à l'extérieur. Finalement, on essaye de rentrer dans des groupes, on essaye d'avoir une relation avec quelqu'un, mais est-ce que ça communique bien? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que tout ça c'est ouvert surtout, quoi? Est-ce que voilà, et comment est-ce que nous on s'écoute? Parce qu'avec Neptune en maison 3, on va peut-être avoir aussi l'intégration de certaines intuitions sur notre entourage proche, sur des choses qui se passent, sur notre conjoint, sur voilà. Et comment accéder à ça? Comment finalement matérialiser ces intuitions qu'on a et puis faire en sorte que cette pleine lune en taureau, ça soit une ouverture. Parce que là, il y a une possibilité d'ouverture. Mais il faut faire vachement gaffe aux repères qu'on prend et surtout à la justesse qu'on se donne à l'intérieur. Hein, parce que là, on est sur de l'axe pleine lune. Donc, il est vraiment question de justesse, pas d'intransigeance. Hein, attention. Hein. La justesse et l'intransigeance, ça n'a juste rien à voir. Hein. C'est la justesse, c'est juste se dire ce que je ressens, c'est conforme ou pas. Et je suis manipulée par quelque chose en l'intérieur ou pas. En quoi le truc il est bon ou il est légèrement tordu. Voilà, c'est vraiment une prise de conscience, la justesse. L'intransigeance, c'est une décision d'être comme ça. C'est un truc de l'ego, ça. Donc voilà. Donc pour la réunion, voilà, il y a une certaine injustice qu'on ressent dans certaines relations. Donc il faut comprendre d'où elle vient cette injustice, comprendre le poids des obligations que ça entraîne, pourquoi cette notion d'enfermement, voilà. Ensuite, une petite vue sur Nouméa, dont la pleine lune aura lieu à 16h22. Donc ça donne un truc 19 à 19 degrés bélier. Donc du coup, ça a lieu maison 1-7. Donc on est encore sur le moi versus les autres, hein, et le mariage et tout ça. Mais il y a aussi une notion de groupe et de politique aussi là-dedans qui... alors le collectif est politique là. Donc il y a une espèce de volonté d'action sur le positionnement de mon identité. Clairement. Là, il y a toujours ce point d'interrogation sur finalement, je suis quoi par rapport au système et comment le système m'intègre et est-ce que je suis d'accord avec ça? Donc on est toujours avec ça à Nouméa, en Polynésie en fait. Et puis ça peut aussi se décliner sur comment je vis mon autre système en dessous, le mariage, ma famille, etc. C'est une histoire de notion de positionnement dans un système. Est-ce que le système me convient? Est-ce que le système respecte mon individualité? Est-ce que le système ne m'écrase pas? Etc., etc. Et puis j'ai été regarder en Guyane, en fait, parce que ça m'intéressait. Et donc 2h22 pour l'axe de pleine lune, et là on se retrouve avec un ascendant vierge. Donc l'ascendant vierge à 11 degrés, en fait, il est assez intéressant parce qu'il montre une Guyane dans l'axe 2-8, donc en pleine transformation des aspects matériels. Et une volonté vraiment de transformation, c'est-à-dire que profond, parce que Saturne passe en maison 4, donc vraiment à la profondeur du truc. Neptune est en face en 7, donc il floute en plus les échanges, il floute ce qui peut être dit, ce qui peut être compris du système. Il y a une volonté aussi, peut-être aussi d'enfumer.
tout ça, pour qu'il n'y ait pas de compréhension nette des choses. Donc là, il y a en plus le nœud est en 12, ce qui implique des épreuves, ce qui implique toujours une espèce de volonté de rester dans le noir, des choses qui sont dures à vivre pour la population. Le soleil est en 3, dans l'axe 3-9, donc il y a une certaine possibilité, avec des échanges, avec de la solidarité, etc., de comprendre le message qui est donné. Et je dirais matériel. On est vraiment dans la pleine lune Taureau-Scorpion, là. Donc on est carrément sur du matériel. Le Mercure, lui, il est en 3 en Scorpion, donc il va se prononcer, il va continuer à analyser, il va continuer à dire les choses, et pas forcément de façon gentille. Donc il y a une certaine forme de résistance, une certaine forme de mécontentement, et de mécontentement du service du système. Donc ça, c'est clair, au moins. Et surtout, une grande peur du matériel. Grande peur du matériel. Vraiment, là, on est sur une énergie de la transformation du matériel, c'est-à-dire qu'on est sur un truc où on perd tout, quoi. Donc, il y a une grande transformation à faire, à opérer, de cette énergie globale qui arrive dans cette zone-là. Voilà. Donc, au niveau de la numéro, c'est assez intéressant parce que le 4-11-2017, le chemin de vie nous donne directement 4 plus 2 plus 1 égale 7. Donc, on tombe sur le chariot. Alors, le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de réussite matérielle, de triomphe, de déplacement. Hein. Au chariot, on bouge. On bouge, mais on bouge parce qu'on a réussi à se maîtriser. Donc, on maîtrise de soi avec le cheval bleu et le cheval rouge. Donc, avec mon yang et mon yin. Donc, le rouge, c'est le yang, le bleu, c'est la réceptivité, c'est l'énergie yin. On est sur une espèce de fin de cycle matériel. Donc on a réussi finalement après l'amoureux à choisir les choses, à s'engager. Ça nous a réussi et donc là on est couronné. Donc il y a une histoire de couronne. Mais c'est la couronne du matériel, c'est le triomphe matériel. D'accord ? Là, on avance, c'est la fin des incertitudes, on avance vers quelque chose de nouveau, déplacement, déménagement, il y a quand même la notion de volonté matérielle, notion d'effort et de volonté pour pouvoir y arriver dans le matériel. On a aussi équilibré les choses avec, on voit les roues qui vont n'importe quoi, etc. Mais il y a une certaine confusion quand même. Donc on a la sensation que finalement, on sait où on va, mais que le moyen utilisé pour y aller, c'est pas encore tout à fait fixe. D'accord ? Donc, on a la possibilité. On montre, en fait, le chariot, ce qui est intéressant, c'est que il vient à la fin du premier cycle du tarot, de 1 à 7. Ensuite, on a le 8 à 15, qui est vraiment la transformation des énergies pour commencer vraiment à avoir une espèce d'esprit et d'énergie à l'intérieur, d'une intégration donc des cartes un petit peu d'épreuves. Et ensuite, on va finir par de 16 à 21. Et en fait, on a 3 cycles dans ce tarot de Marseille, hormis on ne comptera pas le 22, puisqu'on a 21 lames un peu numérotées. Donc, on est sur des bases 7. Donc, là, on est finalement, à la limite des possibilités matérielles dans notre monde. Donc, la réalisation matérielle, on voit la création de 6 jours avec les 7e où on se repose, les étapes alchimiques qui sont 7, les 7 chakras, enfin voilà. Et donc là, on arrive à un aboutissement matériel, donc couronné. D'accord ? Donc ça, c'est
notre chemin de vie. Donc c'est le parcours. Donc il faut qu'on vraiment on travaille via la matière. Le chemin de vie, c'est pas le but de vie qu'on va voir maintenant. C'est vraiment, on nous dit, là maintenant, pour pouvoir transformer ce que vous avez à transformer, il faut travailler brut de fonderie avec les situations qui vous arrivent et qui se matérialisent. Et la deuxième énergie qu'on reçoit, c'est une fois qu'on y sera arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ça. On voit super mal là. Voilà. Qui est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le 16. Donc en fait, la maison Dieu, c'est un peu nous. Hein. C'est une tour, c'est une construction qui est couronnée aussi. Hein, on n'oublie pas. Là, on avait la couronne du prince. Là, on retrouve la couronne de la tour. Donc c'est l'ego. Et l'ego, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a réussi notre construction? Eh bien, on est décapité par l'esprit divin qui finalement rentre en masse là-dedans pour pouvoir nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas que de la matière et que nous ne sommes pas simplement quelque chose de focalisé sur une, je dirais, un aspect physique et matériel. Donc là, on est en train de se dire que, bon, c'est assez marrant parce que là, il y a un triomphe, et là finalement c'est un truc où on se dit qu'on est en échec total, où les gars qui tombent, ils tombent sur le sol, etc. Mais ils tombent sur le sol en étant deux. Il y a deux personnages qui deviennent finalement, qui sont suite à ce foudroiement, qui est de l'ego, et donc on devient conscient de sa propre personnalité. Donc c'est une évolution, c'est une prise de conscience. Donc après la réussite matérielle, c'est-à-dire la situation qu'on a traitée dans la matière, on a cette possibilité de prise de conscience qui est nécessaire et indispensable à notre évolution. D'accord? Et qui vont nous permettre de retrouver finalement cette dissociation au niveau de ce qu'on va pouvoir anima et animus, quoi. J'ai lu ça, je sais plus où, je sais plus quel site qui interprétait ça, et je trouvais que c'était super bien choisi. Et on va pouvoir travailler là-dessus finalement sur notre miroir en comprenant, en prenant conscience, et on retourne à une espèce d'œuf originel qui est symbolisé par le 21. Et donc en fait, une fois qu'on a traversé notre succès story matériel, eh bien on a une étape spirituelle qui va nous permettre une évolution. Alors au niveau des lettres hébraïques, donc le 16, c'est le Ayin. Et le Ayin, lui, c'est vraiment la source dans le désert. Hein. C'est lui, on voit la lumière derrière. C'est le fait de changer de regard sur une situation, c'est le fait de, quand on a la possibilité de voir les choses, donc un peu comme on vient de le voir pour la tour, on a donc une prise de conscience. Donc du coup, on peut voir un petit peu tout ce qui est fait pour nous. Donc dans ce haïm, il y a une grande notion, d'humilité. Il y a une grande notion de modestie, de place dans l'univers en fait. Et c'est ce que disait alors un petit coup de cabale avec le Zohar. Alors le Zohar donc qui est finalement un des comment dire, le Zohar c'est le livre de la splendeur, hein, d'accord, donc c'est Sefer HaZohar, et qui est un petit peu une œuvre centrale de la Kabbale qui était écrite en araméen. C'est très vieux, au niveau médiéval, je crois, 13e, 14e siècle, il me semble. Donc en fait, il s'agit dans ce Zohar, c'est une exégèse ésotérique hein, de la Torah. Le Zohar, il opère finalement quelque part, c'est un texte qui opère une synthèse de la littérature kabbalistique au niveau médiéval et qui prend, donc qui synthétise, je crois, un corpus d'études juives de l'époque, plus des philosophes, plus des écrits platoniciens ou néo-platoniciens, je ne sais plus, et il se présente comme
sous la forme d'une espèce de dialogue entre les lettres qui se présentent et, Saint béni soit-il, donc Dieu. Et donc, en fait, là-dedans, dans ce Zohar, il y a 4 formes de lecture, en fait. Il y a le sens littéral, il y a le sens caché, il y a le sens un peu aussi allégorique, et puis il y a une comparaison entre les mots avec les initiales. D'accord? En fait, ce qui est cherché dans ce Zohar, c'est l'union mystique, c'est-à-dire le retour au un. C'est pour ça que j'en parle aussi. Hein. Donc, dans l'union mystique, et donc en fait, c'est vraiment la partie centrale de Zohar, et qui se fait selon un parcours en 10 étapes, entre guillemets, qui est l'arbre des séphirotes. Voilà. L'arbre des séphirotes, c'est ça, pour ceux qui connaissent. Donc, où il y a finalement toutes les dimensions, où on voit que l'âme va devoir passer par la malroute, là, Bina, enfin, il y a tout un tas d'expérimentations possibles par l'âme en fonction de ces séphirotes, d'accord, qui ont différentes fonctions d'apprentissage notamment et de niveau énergétique, et qui ont des symboles qui sont rattachés. Évidemment, la dernière, c'est Keter, c'est la couronne, qui symbolise, c'est le logos qui va symboliser l'union la plus haute. Et puis l'arbre total, qui est l'arbre de vie, va symboliser aussi une espèce d'homme idéal, c'est l'homme adamique, qui est créé sur le modèle de Dieu, bien évidemment. Donc, et tout ça, ça fonctionne avec un principe féminin, un principe masculin. Et l'objectif de tout ça, c'est la réparation. Reprendre, je dirais, réparer à la chute. Pareil. L'objectif, l'unité de Dieu. Donc revenir au 1. Donc, donc avec la reconnexion de tous les séphirotes qu'il peut y avoir. Hein. Donc ce Zohar, en fait, il dit, quand Ayin s'est présenté, Ayin dit, bah moi je voudrais présider à la création. Je voudrais présider à la création. Et donc elle était sponsorisée, on va dire, par le mot Havana, donc c'est modestie, douceur, etc. Et donc en venant se présenter, Dieu lui dit mais je ne peux pas te donner la présidence de la création, puisque tu es aussi le commencement du mot Hava, destruction. Et donc tu ne peux pas présider à la création du monde. Ce n'est pas possible, puisque tu as aussi un sens qui exprime la destruction. Et c'est ce qu'on voit dans Ayin, en fait, c'est que quand vous prenez conscience d'un truc, et c'est ce qu'on voyait aussi dans la tour, quand on prend conscience d'un truc, il y a forcément une destruction de quelque chose, et notamment de l'ego, hein. C'est ce qu'on voit. Et donc il y a une obligation de détruire pour reconstruire. Alors c'est détruire un aspect matériel pour reconstruire en mieux cet aspect matériel qui est enrichi d'une part spirituelle. Donc c'est en fait Ayin, quand Ayin aura fini d'éponger tout ce qu'il trouvera comme je dirais, noirceur au fond de nous, hein, l'ego donc pourra être détrôné et il deviendra le 1, il pourra remonter toute sa lumière qu'on voit, et à ce moment-là accéder au 1, donc le Aleph, que je peux vous chercher, le Aleph qui est le A, puisque c'est le Ayin, donc à force de creuser donc tout son ego et de remettre les choses à l'endroit correct, eh bien il ira sur le Aleph qui lui retournera au 1. Donc j'adore, c'est une rose, le Aleph. Voilà. Et ben voilà, donc un petit cours de Kabbalah en plus, enfin un cours, je sais pas cette prétention. Désolée pour ceux que j'ai dû heurter parce que c'est très approximatif. J'adore ça, mais c'est très approximatif. Voilà, je vais vous souhaiter une super pleine lune en taureau avec le choix de vos relations, avec le choix de ce que vous voulez garder dans la bienveillance et puis ce qui vous fait du bien et la douceur. Je vous embrasse très fort. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.